D'un siècle à l'autre, nous analysons la représentation du corps care de la nourrice marquée par le genre, la race et la classe. Notre hypothèse de recherche est que l'assignation et l'instrumentalisation du corps de la femme au métier de la nourrice à domicile ont peu changé en un siècle. Pour vérifier cette hypothèse, nous comparons la représentation du corps care de la nourrice dans le dessin au Luxembourg du peintre franco-polonais Marcus, paru en 1906 dans l'hebdomadaire parisien Le Rire, à celui de la nounou Louise dans le roman Chanson douce de l'écrivaine franco-marocaine Leila Slimani, publié en 2016. Le travail du care effectué par une nourrice contraint son corps et révèle des enjeux de genre, de classe et de race. Premièrement, il y a une dimension genrée à ce métier qui l'assignerait à ce type de care. Bien qu'elle exerce une profession, elle est recrutée pour son corps et pour sa nature de mère, c'est-à-dire pour ses compétences acquises auprès de ses propres enfants et pour celles à tenir maison. Ainsi, ces tâches professionnelles sont similaires à celles d'une mère dont le travail profane est traditionnellement minorisé, ignoré et gratuit. Dans l'image de Marcus, une femme noire allait un bébé blanc sous le regard amusé d'une fillette, sans doute sœur aînée du nourrisson. L'origine du métier de nourrice allée repose sur le tabou que la femme qui allaite ne peut avoir de relations sexuelles. À Paris, dans les milieux aisés, les maris refusent l'allaitement et imposent une nourrice. Suite à la traite des Noirs et dès le XVIIe siècle, des femmes esclavisées servent de nourrices allées, puis tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, des femmes issues de milieux défavorisés et éloignés de la capitale exercent aussi ce métier. Bien qu'au XXIe siècle, une nourrice n'allaite plus, tout son corps est convié à la tâche car, en sus du care maternel, le care domestique lui est délégué. En effet, dans la seconde moitié du XXe siècle, s'est opérée une fusion économique dans la sphère domestique entre les activités de ménage et de soins aux enfants. Les domestiques ont largement disparu et lorsqu'une nounou est engagée, elle devient femme à tout faire. Dans Chanson douce, Slimani utilise constamment la description des mains de Louise pour illustrer ce métier de femme toute main. Ses mains rangent, cuisinent, lavent, cajolent, maternent et réconfortent. Deuxièmement, l'analyse de la représentation du corps des deux nourrices montre un écart de classe sociale entre elles et leur employeur. Chez Marcus, il s'observe entre autres par les couvre-chefs différents des personnages. La nourrice porte un bonnet de tissu blanc, la fillette un chapeau à ruban. Or, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le chapeau est un élément indispensable de la toilette des femmes de la bourgeoisie française. Seuls les domestiques sortent, comme on disait, en cheveux ou tête nue. Et la parure de l'enfant évoque la famille nantie qui emploie la nourrice. Dans Chanson douce, l'élégance discrète de Louise, copiée sur l'habitus bourgeois de celle qu'elle sert, masque son indigence. Elle entretient le vernis de ses chaussures éculées à coups de crème démaquillante. Elle reprise les vêtements troués, collecte les bons de réduction, conserve les restes alimentaires, contrairement à ses employeurs qui jettent, sans y regarder, habits usés ou denrées périmées. Troisièmement, une nourrice à domicile est de nos jours et le plus souvent racisée ou migrante. Dans le dessin de Marcus, c'est une femme noire et plantureuse qui prend soin d'un nourrisson blanc. Au début du XXe siècle, le stéréotype de la mamie, une femme corpulente noire, persiste dans l'imaginaire occidental. Elle représente la domestique dévouée, heureuse de servir une famille blanche et de materner ses enfants. Elle tolère tout, ne se fatigue jamais. Dans les discours coloniaux de l'époque, ce stéréotype permet de justifier la capacité physique des femmes noires à servir et à endurer de souffrir pour ceux qu'elles servent. Par essence, elles seraient prédisposées à la domesticité. Dans Chanson douce, Louise n'est ni racisée ni migrante, mais aurait pu l'être. En France, excluant les personnes issues de l'immigration, 14,5% des salariés du secteur des services à domicile sont nés à l'étranger. C'est 5,5% pour les autres secteurs professionnels. Slimani a sans doute voulu déjouer les stéréotypes. Néanmoins, le schéma essentialiste s'applique aussi à Louise. C'est une femme veuve dont l'unique enfant est majeur. Elle est disponible, elle a été une seconde mère chez ses anciens employeurs.
Elle a l'âme pour servir et cela justifie son assignation à la domesticité. Son propre mari lui dit même « Je ne suis pas comme toi, je n'ai pas une âme de carpette à ramasser la merde et le vomi des mioches. Il n'y a que les… » insérer ici le mot en N au féminin pluriel pour faire un travail pareil. Ainsi, le corps des nourrices subit une domination de genre modulée par les hiérarchies de classe et de race. La philosophe française Elsa Dorlin nuance en précisant que toutes les femmes subissent une même domination de genre, mais que parmi elles, des femmes altérisées, c'est-à-dire issues de milieux défavorisés, racisés ou migrantes, sont encore quasiment systématiquement assignées aux emplois domestiques. Au début du 21e siècle, le stéréotype de la momie caricaturé par Marcuse en 1906 et celui de la nourrice de classe populaire repris par Slimani en 2016 semblent encore ancrés dans l'imaginaire collectif et alimentent l'assignation de leur corps au care domestique. De son côté, la philosophe italienne Michela Marzano critique cette vision des corps comme uniquement le fruit, ou dans notre cas ici, la proie de systèmes de construction sociale. Les corps ne sont pas que construits. Ils vivent, mangent, dorment, le naturel s'articule au culturel. Toutefois, dans le cas des nourrices dont le corps est assigné au care familial d'autrui, on peut se demander s'il n'est pas victime d'un esclavage moderne, rendant impossible tout plaisir au corps, puisqu'il semble aussi être instrumentalisé, réduit à n'être qu'une mécanique pour accomplir des tâches répétitives. Que la nourrice soit appelée nounou, gouvernante, bonne d'enfant ou aide à domicile, son métier comporte une large part de sale boulot que définit le sociologue américain Everett Hughes comme les corvées physiques, considérées comme moins honorables, qu'on veut éviter de faire et qu'on délègue à d'autres. Chez Marcuse, comme chez Slimani, l'assignation et l'instrumentalisation du corps de la nourrice au sale boulot permet à leur employeuse de préserver l'idéal féminin en vigueur à leur époque. On imagine la patronne de la nourrice de Marcuse se concentrer sur sa toilette et vaquer à ses occupations caritatives, tandis que Myriam, qui embauche Louise, retrouve sa sexualité avec son mari et retourne travailler comme avocate. Par contraste, la représentation du corps de leur nourrice est en décalage avec les normes de féminité de leur temps. Les traits physiques de la nourrice de Marcuse, la mamie bien en chair, la désexualise en 1906. De la même façon, la femme sans âge et même vieille femme qu'est Louise est désexualisée en 2016. Pire, le corps des nounous, physiquement nécessaire à l'ouvrage, doit rester paradoxalement invisible, s'effacer même et se faire transparent. Les parents s'attendent à ce que la nounou soit physiquement présente, sans toutefois qu'elle prenne de place. Marcuse illustre ce paradoxe dans les proportions exagérées de la nourrice. Elle occupe près de la moitié gauche de l'illustration, son visage pourtant de profil est 3 fois plus grand que celui de la fillette, alors qu'en réalité, la nourrice est socialement effacée. Chez Slimani, autant Paul que Myriam perçoivent Louise sans chair ni sexualité et fantasment un care sans sujet ni corps. Ainsi, l'assignation et l'instrumentalisation du corps de la femme au métier de nourrice à domicile semblent avoir perduré en 100 ans. Les mères nantis de 1906 et de 2016 accèdent à la sphère publique sans répartir les tâches de care familial entre elles et leur mari, mais en mettant à leur service une femme altérisée. Ce faisant, ces mères reproduisent le système patriarcal de la division du travail, où l'homme travaille à l'extérieur, sa femme à la maison en charge du care domestique. Et à leur tour, les femmes se retrouvent divisées en un groupe dominant et un groupe dominé. Mais le sale boulot du care familial ne disparaîtra pas et plusieurs questions se posent. Quelle solidarité est possible entre ces deux groupes de femmes identifiées? Comment en fait soustraire le corps des femmes altérisées de cet esclavagisme moderne? Faut-il légiférer, mieux encadrer le care domestique, en sachant que l'instrumentalisation des corps risque de subsister? Faut-il développer des androïdes domestiques, tels qu'évoqués par l'écrivaine canadienne Caroline Georges dans son roman Deux synthèses? Si tel est le cas, comment ces androïdes s'acquitteront du care émotionnel?